Bonjour à tous. Alors effectivement, je vais essayer de mettre l'accent dans cette présentation sur la question du pourquoi et comment s'adapter en développant un certain nombre d'aspects qui ont été couverts dans les interventions précédentes et en essayant de les mettre en perspective et apporter des éclairages sur justement comment les décideurs, les aménageurs, les personnes en situation de responsabilité dans le secteur de l'eau peuvent commencer à se préparer. Alors, le plan de l'intervention s'organisera de la manière suivante. Dans un premier temps, de manière très rapide, je ferai quelques rappels conceptuels sur l'adaptation et comment elle se situe justement au regard des pratiques de gestion de l'eau. Je développerai quelques compléments d'informations sur la question de l'adaptation face aux incertitudes et en quoi cette question des incertitudes vient vraiment réinterroger la manière dont on gère l'eau et on prend des décisions dans le secteur de l'eau. Et enfin, je terminerai sur quelques principes généraux et pistes d'action pour une gestion plus résiliente de l'eau, afin notamment d'alimenter la table ronde qui suivra. Alors, je commencerai par donc rappeler la définition de l'adaptation. On a beaucoup parlé d'adaptation, mais je pense que c'est important de rappeler que c'est un processus d'ajustement des systèmes naturels et humains en réponse à des perturbations, et que l'adaptation est également un état, puisque l'idée, c'est, à l'issue d'un processus de changement, d'arriver à un nouvel état qui soit plus compatible et plus résilient à des conditions climatiques nouvelles. Donc l'adaptation, contrairement à l'atténuation, va chercher à travailler sur la sensibilité, comme ça a été expliqué au préalable, donc les enjeux d'un territoire ou d'un usage, et également ses capacités d'adaptation. En termes de mesures d'adaptation, celles-ci ne sont pas figées. On distingue, comme on l'a déjà présenté auparavant, des mesures qui ont dit spontanées quand elles sont le fait d'agents individuels et qu'elles ne procèdent pas d'une réflexion stratégique organisée, ou planifiées quand justement elles s'inscrivent dans une démarche de préparation et prospective. On a aussi d'autres distinctions de ces mesures d'adaptation selon différents types de critères en fonction de si elle est plutôt ex-ante ou ex-post, c'est-à-dire proactive ou réactive, si elle mobilise des instruments techniques, physiques, on parle d'adaptation structurelle, ou au contraire non structurelle pour des instruments politiques, et si elle est bien sûr d'ordre privé ou public. Alors, je passerai un peu de temps ici sur la question de pourquoi s'adapter. Justement, on a un peu abordé la question des seuils, de la vulnérabilité, et repréciser un peu ces différentes notions. Alors, la logique d'adaptation dans le secteur de l'eau n'est pas tout à fait nouvelle. De manière historique, la gestion de l'eau a été un processus d'adaptation à des conditions climatiques et à de la variabilité climatique historique. Et donc, les acteurs de l'eau, notamment sur le bassin RMC, ont donc mis en place des réponses institutionnelles, techniques, sociales, qui visaient justement à gérer les caprices du climat et à tenir compte et à s'adapter à cette variabilité. Il en a résulté qu'aujourd'hui, les usages que nous connaissons, ou les infrastructures, les systèmes de gestion, présentent tous ce qu'on pourrait appeler des domaines de viabilité aux conditions climatiques actuelles qui sont délimités par des seuils critiques, au-delà desquels les variations climatiques peuvent justement poser un risque sur ces systèmes et les faire basculer dans un état de vulnérabilité qui risquerait de menacer leur viabilité, d'altérer leur performance et d'entraîner des dommages potentiellement élevés. Alors, cette adaptation historique, on l'a dit, s'est mise en place dans un contexte de climat stationnaire où les seuils critiques étaient dépassés de manière exceptionnelle ou ponctuelle. Alors, qu'est-ce qui change avec le changement climatique, justement? C'est que ces seuils critiques seront dépassés très vraisemblablement de manière plus fréquente et plus intense, c'est-à-dire qu'on aura une augmentation des écarts à la moyenne, donc de la variabilité, mais que cette moyenne également peut être rompue et on peut assister à une dérive du système en dehors justement de son intervalle de tolérance et de manière permanente, ce qui pourrait à terme venir condamner certains usages dans les nouvelles conditions climatiques. Et bien évidemment, on parle de dérive parce que le changement climatique n'est pas un processus stabilisé, et même à la fin du siècle, il continuera à évoluer. Le climat de 2100 ne sera pas celui de 2050, ni celui de 2020.
Alors l'adaptation dans tout ça va justement chercher à repousser nos seuils de vulnérabilité et à élargir cet intervalle de tolérance au stress climatique par des mesures qui, justement, on les a présentées, sont à la fois d'ordre physique, technique, institutionnel ou autre. Alors c'est donc un processus continu et non une opération ponctuelle qui demande une réflexion, une action sur le long terme. Pour être efficace, elle doit s'intégrer en amont dans les politiques et les plans de gestion des eaux, de manière à éviter des adaptations tardives à des coûts rédhibitoires. Elle s'appuie bien évidemment sur l'existant, sur les bonnes pratiques actuelles, mais elle encourage également l'innovation et le changement. C'est un processus complexe, transversal, qui nécessite une vision intégrée, la participation de l'ensemble des acteurs, parce qu'il y a des arbitrages à rendre, et la coordination entre les différents acteurs et les différents échelons d'intervention. Et bien évidemment, elle doit s'inscrire dans les principes du développement durable, puisque l'adaptation d'aujourd'hui ne doit pas hypothéquer l'adaptation des générations futures. Alors, on a vu avec l'intervenant précédent qu'un certain nombre de stratégies sont à la disposition des acteurs de l'eau pour s'adapter. On a parlé justement du déni de changement climatique ou du laisser-faire. C'est une des stratégies possibles, notamment dans des situations où le coût de l'adaptation dépasse très largement les bénéfices attendus. On a aussi des stratégies plus volontaristes, comme la répartition des risques et des pertes à travers des outils de mutualisation et de transfert du risque, type assurantiel ou de solidarité nationale comme le système CatNat. Une autre stratégie correspond à la prévention des effets, c'est-à-dire que là, on va chercher à réduire l'exposition d'un usage, d'un territoire, d'une infrastructure à un aléa, à travers des ouvrages, ce qu'on appelle des interventions dures, hard, en construisant des ouvrages de protection, par exemple, ou alors des mesures plus douces en ayant recours à des incitations ou à des instruments politiques. Une autre approche qui réside dans le changement d'usage sur un même territoire, lorsque ces usages sont à terme condamnés, ou du moins fortement impactés par le changement climatique. C'est le cas, par exemple, du changement d'un certain nombre de systèmes de production agricole et au regard notamment de leur consommation d'eau dans un contexte croissant de déficit hydrique. Et on peut aussi imaginer de réorganiser ces usages sur le territoire en prévoyant de relocaliser les plus vulnérables d'entre eux dans des zones qui seraient moins à risque. Deux autres stratégies complémentaires correspondent à la recherche, à l'appui à la recherche et à la diffusion de l'utilisation de l'information climatique, notamment en développant des systèmes d'observation de suivi d'alerte, et au renforcement des capacités d'adaptation, en développant l'éducation, la formation, la sensibilisation des acteurs, mais également l'adaptation institutionnelle. Alors, l'adaptation est un processus complexe qui ne va pas forcément de soi et qui fait face à différents obstacles qu'on peut rencontrer quotidiennement dans les projets d'adaptation, qui sont déjà le fait de devoir gérer et d'anticiper des dynamiques complexes, puisqu'on parle justement de changement global. Outre l'évolution du climat, on doit aussi prendre en compte l'évolution dans le fonctionnement des hydrosystèmes et dans le fonctionnement socio-économique des usages. L'adaptation se situe à l'interface de ces deux dynamiques et qui sont d'autant plus difficiles à mobiliser. L'adaptation fait intervenir une temporalité lointaine qui est généralement pas celle des décideurs et comme on l'a vu, elle doit faire face à un climat sans cesse changeant, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de s'adapter dès aujourd'hui à un nouvel état qui serait stabilisé dans 50 ou 100 ans, mais on est vraiment dans un contexte de dérive permanente du climat, des conditions hydrologiques. Un autre obstacle caractéristique du secteur de l'eau, c'est la prédominance dans ce secteur du très long terme, puisque justement le temps, les échéances de temps qui sous-tendent les décisions et les investissements dans le secteur de l'eau sont correspondent souvent au temps du changement climatique, et on constate une forte inertie des choix effectués dans le secteur de l'eau. Et bien évidemment, la question des incertitudes sur les impacts futurs qui ont été développés auparavant. Alors je vais passer rapidement sur les incertitudes, rappeler que ces incertitudes se cumulent tout au long de la chaîne de prédiction, ce qui fait dire aux climatologues qu'on a affaire à une cascade d'incertitudes, et entre le niveau des incertitudes sur les scénarios socio-économiques jusque les incertitudes sur les impacts, on a justement un spectre qui s'élargit au fur et à mesure. Alors,
quelles sont les implications de ces incertitudes et du caractère incertain de la difficulté à justement prédire de manière certaine ces impacts pour les gestionnaires. Alors, bien évidemment, comme on l'a entendu déjà ce matin suite à les premières interpellations de la salle, quand on est aménageur ou gestionnaire, on souhaiterait pouvoir disposer de la meilleure information climatique disponible, c'est-à-dire pouvoir être rassuré sur la précision et l'exactitude de la prédiction, de manière à fonder des décisions qui soient les moins risquées et les moins biaisées possibles. Or, comme nous l'ont présenté ce matin les climatologues, il est quand même peu probable que les modèles climatiques et la science climatique puissent, de manière assez rapide, réduire sensiblement ces incertitudes, du moins dans des proportions qui seraient satisfaisantes pour les décideurs et pour la prise de décision. Alors, dans ce contexte, le défi qui se pose à tout gestionnaire, c'est bien évidemment pas uniquement de s'adapter à un certain type de changement climatique, mais surtout de s'adapter aux incertitudes qui sont liées à ce changement, en veillant notamment à limiter des choix irréversibles et des erreurs de jugement qui pourraient conduire à des risques de ce qu'on appelle de la maladaptation, qui est un peu un thème un peu barbare qui découle de l'anglais, mais qui en fait peut être expliqué qui correspond au risque d'inopérance, c'est-à-dire à un risque d'erreur et qui ferait que les mesures d'adaptation qu'on aurait mises en œuvre ne généreraient pas les effets attendus du fait de deux situations. La première, c'est la non prise en compte du changement climatique dans nos choix de gestion, c'est donc le cas de figure du déni. Et la deuxième, c'est une prise en compte du changement climatique, mais une erreur sur l'anticipation et la nature de l'ampleur des changements climatiques futurs, c'est-à-dire mettre en place des mesures qui seraient surdimensionnées ou sous-dimensionnées par rapport à l'évolution effective du changement climatique aux échéances qu'on s'est fixées. J'arrive pas à faire passer la suite. Alors, attendez. On a été un peu loin. Voilà. Alors, justement, s'agissant des mesures d'adaptation, toutes n'ont pas la même sensibilité à l'incertitude. Et là, je développerai une notion qui a été introduite par la personne de l'Agence de l'eau tout à l'heure. Et on parle souvent de mesures, d'un continuum de mesures d'adaptation en fonction d'un gradient d'incertitude. On parle de mesures qui sont sans regret, à faible regret ou à fort regret. Le regret étant justement ce risque d'inopérance, ce risque de perte des investissements ou ce coût qui serait associé à des mesures d'adaptation qui finalement ne seraient pas adaptées à un climat effectif. À titre d'exemple, les mesures sans regret les mesures sans regret comprennent des actions du type dépollution des eaux souterraines, réduction des fuites dans les réseaux d'AEP, introduction de cultures moins consommatrices en eau, puisqu'elles présentent le double intérêt de résoudre des problèmes existants, c'est-à-dire de réduire la vulnérabilité actuelle, tout en contribuant à préparer les systèmes à des évolutions beaucoup plus importantes. Et à l'autre bout du continuum, on a ce qu'on appelle des mesures à fort regret, c'est-à-dire des mesures qui sont uniquement justifiées par le changement climatique, qui ne génèrent pas de bénéfices sous climat historique et qui, par définition, sont fortement sensibles à l'évolution des tendances climatiques. Alors, pour résumer les défis de l'incertitude, je dirais que ceci réside dans la question de savoir comment s'assurer que les décisions prises en matière d'adaptation puissent induire des gains à des coûts socialement acceptables, et en d'autres termes aussi comment répondre, et comment la communauté scientifique et comment les professionnels de l'eau
peuvent répondre aux questions opérationnelles des décideurs et comment ceux-ci peuvent se positionner justement de manière à commencer à se préparer et à répondre à des questions très pratiques comme par exemple, faut-il commencer à relocaliser certaines populations ou certaines activités économiques en dehors de zones vulnérables? Faut-il encourager l'irrigation de systèmes agricoles dans un contexte de forte diminution des précipitations ou de la ressource, etc., etc. Alors, quelle attitude peut-on adopter face aux incertitudes? Il y a plusieurs types d'attitudes. La première serait de les éluder et de poursuivre les politiques actuelles. On a vu que c'était relativement risqué. Une autre attitude serait de dire, d'être un peu attentiste, de retarder l'adaptation jusqu'à ce que la science du climat et les modèles nous apportent plus de certitude. Là encore, on a vu que justement ces incertitudes il est fort probable qu'elles ne pourront être réduites et qu'une adaptation tardive s'avérerait beaucoup plus coûteuse. Une autre attitude, ça serait de prendre le pire des scénarios et de dimensionner une stratégie d'adaptation, de structurer les usages autour de ce pire des scénarios, mais là encore, on a un risque de surcoût important. Et une dernière attitude, ce serait d'accepter ces incertitudes et d'explorer de nouveaux modes de prise de décision que je vais développer ici. Alors, en ce qui concerne justement ces nouveaux modes et ces approches pour gérer l'incertitude, de manière très rapide, on distingue généralement 3 grands types de démarches. La première repose sur une approche dite descendante, top-down, qui fait la part belle à l'amélioration de la précision et de l'exactitude des modèles via justement l'augmentation de leur capacité de calcul, l'affinement des équations et des modèles physiques qui les sous-tendent, et bien évidemment le recours systématique à la descente d'échelle. L'idée étant ici de proposer aux décideurs justement une information climatique qui soit la plus fine possible de manière à pouvoir optimiser l'adaptation et calibrer celle-ci par rapport au scénario qui semblerait le plus certain, le plus exact. Une autre approche qui est plus bottom-up vise à accepter l'incertitude mais à faire fi des modèles climatiques. Et c'est un peu une attitude que moi-même, je peux observer dans mon métier, pas forcément en France, mais ailleurs, où on a certains porteurs de projets, certains aménageurs qui disent de toute façon, ce qui est certain, c'est que tout est incertain, je ne me sers pas des changements climatiques et je vais plutôt travailler sur les caractéristiques intrinsèques de mon système, c'est-à-dire essayer de réduire les vulnérabilités à la source. Alors c'est une approche intéressante, mais qui se base beaucoup sur les retours d'expériences passées. Or, comme on l'a vu, la connaissance du passé n'est pas forcément le meilleur guide pour prédire le futur. Alors il y a une troisième approche alternative qui est une combinaison des deux, qui est une approche mixte et qui, justement, se base sur la notion de gestion adaptative, de prise de décision robuste, et qui ne va pas rejeter les modèles climatiques, mais qui va les utiliser en tenant compte de leurs limites et les utiliser pour justement réduire le champ des possibles et essayer d'encadrer ce que pourrait être le futur climatique et associer ces modèles climatiques avec une connaissance fine de la vulnérabilité et des seuils de vulnérabilité de nos systèmes, de manière à pouvoir justement mesurer la probabilité de dépassement de ces différents seuils et d'identifier des mesures qui soient les plus satisfaisantes possibles sous ces différents scénarios. Alors, cette approche mixte demande de concevoir l'adaptation justement comme un continuum de mesures. On a parlé des mesures sans regret, faible regret, fort regret, qui doivent être mises en place, pas forcément au même moment, en même temps, avec le même rythme, mais qui doivent tenir compte justement du rythme et de l'importance, de l'amplitude de la survenue d'un certain nombre d'impacts. Généralement, on a justement 4 catégories d'actions qui vont de l'élimination des causes sous-jacentes de la vulnérabilité, qu'on peut commencer dès maintenant, jusqu'à la mise en place d'actions qui sont spécifiquement dédiées à la lutte contre le changement climatique et qui ne seraient pas justifiées sous climat actuel. Alors, pour mettre en œuvre ces approches séquencées et graduées, je développerai ici quelques principes d'action
en commençant notamment par insister sur l'importance de tenir compte de la dimension temporelle, et notamment de se poser la question de l'horizon de survenue des impacts, de la nature de la tendance actuelle, et de savoir si une action est-elle nécessaire immédiatement, et de quelle inertie l'action pressentie est-elle porteuse. Alors, ici, c'est une matrice assez simple qui peut aider les aménageurs à essayer d'évaluer dans quelle situation ils se trouvent face justement à des sorties de modèles climatiques. C'est une matrice qui croise à la fois les tendances, observer les tendances actuelles, et les projections issues des modèles, et qui permet justement, de manière qualitative, de voir un peu quelle pourrait être l'attitude à adopter. Alors, je prends un exemple, par exemple, ici. Si on a une tendance à l'aggravation d'un aléa ou d'un impact, par exemple la disponibilité de la ressource en eau, et que cette tendance à l'aggravation semble être corroborée, enfin du moins les projections vont dans le même sens que la tendance actuelle, il y a effectivement lieu de commencer à vraiment se préparer et à prévoir des actions immédiates. À l'inverse, si on a une divergence entre tendance actuelle et projection, là, on peut appliquer justement le principe de précaution, commencer par des activités à faible regret et sans regret et à faible coût, et imaginer des stratégies qui seraient facilement révisables et flexibles. Alors, justement, pour aborder cette question de la temporalité, je proposerai ici différents types de principes en fonction justement du caractère lointain et du caractère certain de ces impacts. Alors, comme je le disais à l'instant, face aux risques qui sont d'ores et déjà observés ou qui sont proches dans le temps et qui ont un caractère relativement certain, on peut commencer déjà par régler des problèmes existants, à améliorer justement les performances et les pratiques de la gestion de l'eau, c'est-à-dire commencer par bien faire ce que l'on fait mal, en travaillant sur le maintien de la résilience des hydrosystèmes, les économies d'eau et l'amélioration de l'efficience, la dépollution, etc., de manière à ce que les progrès accomplis dans ces domaines soient autant de leviers qui nous permettent de bien nous préparer à des changements futurs. Il s'agit aussi de réduire le déficit d'adaptation, c'est-à-dire l'insuffisance de l'adaptation aux phénomènes climatiques extrêmes actuels à travers la mise à niveau de nos pratiques de gestion des risques, hein, et puis le développement de systèmes d'observation. Deuxième niveau d'intervention face aux risques lointains mais relativement certains, comme l'élévation du niveau de la mer ou la fonte des glaciers alpins, il s'agit là, bien sûr, de mettre en œuvre dès aujourd'hui des réponses, mais faire en sorte que ces réponses soient le moins inertes et le moins irréversibles possible, et notamment en donnant la priorité aux mesures non structurelles par rapport aux adaptations structurelles, c'est-à-dire aux mesures d'ordre politique, financière, etc., plutôt que des investissements physiques ou des ouvrages de protection qu'on aurait du mal à ajuster par la suite ou à des coûts très importants. Bien sûr, réaliser l'intégration du changement climatique en amont dans les politiques et stratégies hydrauliques, déterminer les domaines qui nécessitent un effort de recherche, commencer à mettre en œuvre des initiatives pilotes pour tester des solutions opérantes et préparer les adaptations futures. Troisième niveau d'intervention, lorsque les choix portent justement sur des impacts relativement éloignés dans le temps, dont les effets sont importants, mais qui sont entourés d'importantes incertitudes. Là, le maître mot serait de travailler justement au développement des capacités de réaction et d'absorption des chocs, c'est-à-dire à rechercher souplesse et flexibilité dans nos stratégies. Ça peut passer par la réduction des horizons de planification et la durée de vie des infrastructures. Par exemple, pour la construction d'ouvrages de stockage, la question se pose, qu'est-ce qui vaut mieux entre construire un ouvrage d'une durée de vie relativement importante, mais justement qui risque peut-être, si on a mal anticipé le changement climatique, d'être inopérant, ou plutôt plusieurs ouvrages type barrage collinaire, à moindre coût, et du coup avec une durée de vie plus courte qui nous permettra d'ajuster cette stratégie par la suite en fonction de comment justement le futur se dévoile. Autre stratégie, celle d'inclure des marges de sécurité évolutives et la construction d'ouvrages intelligents, c'est-à-dire modulables, moyennant des faibles investissements, c'est une mesure à faible regret.
Favoriser des actions robustes, c'est-à-dire des actions qui ne sont pas forcément optimales par rapport à un scénario climatique, mais qui vont fonctionner de manière satisfaisante pour une large gamme de scénarios scientifiquement plausibles. Concevoir des stratégies de gestion et de planification adaptative, je vais développer par la suite, et en cas d'incertitude extrême, voire d'ambiguïté concernant un risque, éviter, comme on l'a dit, des trajectoires gravées dans le marbre et recourir aux principes de précaution ainsi qu'à une gestion prudente, itérative et flexible. Alors, concernant la gestion adaptative, voilà. Alors, qu'est-ce que, justement, la gestion adaptative? C'est un concept qui vraiment émerge dans la communauté de l'eau, et notamment au niveau international. On en a beaucoup parlé à Marseille, au moment du 6e forum. Et l'idée qui sous-tend cette approche, c'est justement qu'il est nécessaire de mettre en place des processus d'adaptation qui soient pas à pas, souples, progressifs, et qui permettent des ajustements continus. La gestion adaptative appréhende donc l'adaptation de manière dynamique et envisage une séquence d'intervention et de réponses graduées dans le temps qui s'échelonnera en fonction de la nature et du rythme de survenue des dangers. Un exemple ici, à partir du moment où on a défini un certain nombre de seuils critiques pour un système ou pour une infrastructure, on peut la ligne bleue présente justement l'évolution dans le temps d'une variable hydrologique, là en l'occurrence la disponibilité en eau. On peut, jusqu'à un certain seuil, mettre en œuvre un certain type de réponse, par exemple là pour une diminution modeste de la disponibilité en eau, faire appel à des bulletins d'alerte, des rationnements ou des mesures d'économie. Si cette diminution s'accentue et qu'on a passé un certain seuil d'alerte ou de vulnérabilité, on déploie d'autres types de mesures qui visent à résorber des pénuries d'eau structurelles, et lorsqu'un seuil particulièrement critique est dépassé, on met en œuvre, là encore, des mesures qui vont justement, des mesures d'adaptation qui sont beaucoup plus drastiques et qui peuvent relever de la réorganisation du secteur, de l'allocation de la ressource entre différents types d'usages, voire le développement de sources d'eau alternatives. Alors pour pouvoir justement définir ces stratégies séquencées dans le temps, il faut d'une part se fixer, bien connaître la vulnérabilité de ces systèmes pour pouvoir définir des seuils de vulnérabilité, utiliser les modèles de changement climatique pour voir justement à quelle échéance et à quel rythme ces seuils de vulnérabilité vont être dépassés. Alors ici, c'est un exemple fictif de comment on pourrait procéder. On a une série de mesures d'adaptation envisageables. On a une variable qui est la réduction de la pluviométrie, et on a des horizons, des échéances auxquelles cette variable va diminuer dans des proportions différentes de 10%, 20% ou de 30%. Et en bleu, on a le domaine de robustesse, c'est-à-dire le domaine d'efficacité de chaque type de mesure. Alors l'idée, c'est justement d'avoir une planification suffisamment prête en amont, parce qu'il est très difficile d'improviser l'adaptation au moment où un seuil est dépassé. Donc il va falloir justement voir quels sont les différents types de mesures qu'on peut mettre en œuvre, comment ces mesures se comportent selon les différents scénarios dont on dispose, et définir différents types de trajectoires, des trajectoires qui permettent justement de bifurquer et de changer de mesure lorsque certains seuils sont dépassés. Alors ici, on a plusieurs types de trajectoires, et ces trajectoires ou ces perspectives d'adaptation doivent par la suite être évaluées à la lumière de plusieurs critères, comme l'efficacité de la mesure, la priorité, la temporalité de celle-ci, les co-bénéfices associés à une stratégie, l'effet redistributif, etc., etc. On a maintenant des outils d'analyse multicritères de ces différentes stratégies d'adaptation qui sont à la disposition des aménageurs. Alors rapidement, des conditions transversales, quelle que soit la nature et la certitude du risque. Il faut bien évidemment investir dans l'amélioration et la diffusion des connaissances, se doter d'outils d'observation et de suivi des phénomènes climatiques, favoriser l'implication et le dialogue entre acteurs, encourager l'innovation, l'apprentissage social et mobiliser les méthodes de l'analyse économique et multicritère. Je finirai simplement pour dire que si
le changement de nos modes d'intervention, de nos instruments techniques et décisionnels dans la gestion de l'eau est important. Il est tout aussi important de développer les capacités d'adaptation du secteur dans son ensemble, ce qui implique finalement de développer la capacité d'adaptation de la gouvernance de l'eau, c'est-à-dire certainement prévoir aussi des adaptations d'ordre législatif, institutionnel, organisationnel et financière qui amélioreront la flexibilité du cadre et de la politique de l'eau à réagir à un certain type de changement. Alors, la question de la gouvernance adaptive de l'eau est un sujet émergent dans le domaine de la recherche. Il y a beaucoup de projets qui investissent ce domaine et qui cherchent justement à définir quels sont les éléments constitutifs de cette gouvernance adaptative et à quoi finalement ce nouveau mode plus réactif, plus anticipatoire, à quoi ce nouveau mode correspond et quelles sont, je dirais, les variables descriptives de ce modèle. Alors là, j'ai mis comme exemple les résultats des travaux d'un projet européen qui s'appelle No Water et qui définit six grands éléments constitutifs. Pardon. Il s'agit bien évidemment d'une gouvernance qui soit participative, horizontale, et d'autres dimensions comme l'intégration sectorielle, la gestion de l'information, etc., etc. Je ne développe pas. Alors, il est intéressant de se poser quand même la question de savoir où est-ce qu'on se situe en France et dans le bassin RMC vis-à-vis de ce référentiel qui est proposé justement par un certain nombre de chercheurs, et quel est l'écart et quelle serait l'importance des évolutions à des modifications, des ajustements du cadre actuel de la gestion de l'eau à introduire pour être plus adaptatif, si on peut dire. Alors, en France, heureusement, on ne part pas de rien. Les instruments actuels de la gestion de l'eau recouvrent pour une large part les fonctions d'une gouvernance adaptative, que ce soit dans le domaine justement de l'intégration sectorielle, de la participation des acteurs ou de la coordination des politiques, ce qui m'amène à dire que la politique actuelle de l'eau offre un cadre approprié pour l'adaptation et pour commencer à se préparer, mais à certaines conditions. La première d'entre elles, c'est bien évidemment de renforcer certains aspects et d'améliorer nos pratiques en essayant de pérenniser les progrès et de résoudre les problèmes qui ne sont pas encore pris en charge. La deuxième, c'est d'intégrer des mesures nouvelles, comme on l'a vu, les questions de résilience, les questions d'analyse économique et d'analyse multicritère, et d'introduire certaines ruptures, ou du moins de changer nos modes de réflexion et d'action en ce qui concerne la manière dont on aborde les incertitudes, la question de la gestion adaptative. On a parlé tout à l'heure des analyses statistiques en situation non stationnaire, ça c'est un aspect important, et l'accompagnement des institutions et le développement de leur capacité d'adaptation. Voilà, je m'arrêterai là, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup à vous.